Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous sommes à l'époque des monastères, des croisades, des grands saints et des romans arthuriens. La France est colorée, même si on a tendance à l'oublier ou à ne pas le savoir. Mais on est aussi au temps des querelles théologiques et des querelles liturgiques. Et en 1124, il est l'heure de la querelle chromatique. Pierre le Vénérable est à la tête de l'abbaye de Cluny. L'ordre de Cîteaux en est quant à lui à ses débuts et c'est Saint Bernard qui dirige cet ordre. Les cisterciens portent alors un habit blanc, mais cela choque Pierre le Vénérable qui va interpeller Saint Bernard. Quel orgueil que de choisir le blanc, couleur du Christ, de la gloire et de la fête, alors que le noir est préférable car c'est la couleur de la tempérance. Mais pour Saint Bernard, le noir, c'est le diable. L'habit blanc est signe de pureté et de lumière. Et en portant cet habit blanc, reflet de sainteté, il s'agit en fait de revêtir l'homme nouveau, dont parle la Bible. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, on pouvait se disputer pour une couleur ? Car cette querelle durera jusqu'en 1145. Que nous dit cette controverse de l'importance des couleurs et de leur symbolique au Moyen-Âge? Je parle de blanc, je parle de noir, mais est-ce qu'on ne dit pas habituellement que ce ne sont pas des vraies couleurs ? Qu'est-ce que la présence, qu'est-ce que la création de couleurs peuvent nous révéler d'une société? Et pour traiter ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir Michel Pastoureau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que c'est nécessaire de vous présenter? Vous êtes médiéviste, vous êtes historien, spécialiste des couleurs, spécialiste des animaux et de leurs symboles. Et aujourd'hui, nous allons parler autour de votre dernier livre qui s'intitule Sobrement blanc et qui traite de la couleur blanche du Paléolithique à nos jours. Et c'est un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est le dernier d'une série de 6. 5 livres ont précédé Blanc, bleu, noir, vert, rouge et jaune. Est-ce que, Michel Pastoureau, il y a une logique à cet ordre de publication ? Oui et non. La logique, c'est celle des documents, c'est celle des questions que ceux-ci posent à l'historien. J'ai entrepris cette histoire de couleurs il y a un demi-siècle à peu près, et quand je construis mes recherches, évidemment, je n'isole pas une couleur, je les prends toutes à la fois. Une couleur ne vient jamais toute seule. Dans les documents, elle ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à d'autres couleurs. Mais pour la commodité de l'exposer dans des livres destinés à un public relativement large, je fais un axe monographique, donc je donne priorité à telle ou telle couleur. Alors blanc est le 6e volume. J'avais commencé par bleu, paru en 2000, au Seuil, donc chez le même éditeur, dans la même série. Et j'ai commencé par bleu parce que c'est la couleur qui pose à l'historien le problème le plus simple, au fond, à étudier. C'est une couleur qui compte très peu chez les Grecs et chez les Romains. C'est une couleur que l'on n'aime pas dans l'Antiquité classique. Or, aujourd'hui, en Europe occidentale, mes livres se limitent à l'Europe occidentale, je le précise. Aujourd'hui, en Europe occidentale, c'est la couleur préférée partout de la moitié de la population. Donc, pour l'historien, un problème. Comment s'est opéré ce renversement de valeur? Ça s'est fait en plusieurs étapes, avec des périodes de pause et des périodes d'accélération. Bref, il était assez facile de construire l'histoire de la couleur bleue en Europe. Du côté du blanc, c'était plus difficile. Les documents partaient un peu dans tous les sens. Il y avait ce problème, est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs ou ne sont pas des couleurs ? Pour les sciences humaines, pour l'historien que je suis, la réponse est oui. Le noir et le blanc sont des couleurs à part entière, et même des pôles forts de tous les systèmes de la couleur. Donc il était absurde de les enlever de ma série. Mais probablement un physicien ou un chimiste aurait sur ce point des vues un peu différentes. Pourquoi est-ce qu'on a dit que le blanc et le noir n'étaient pas une couleur, justement ?
Ça commence assez tard dans la longue histoire des couleurs en Europe. Ça commence à la fin du XVIIe siècle, lorsque le savant anglais Isaac Newton, jeune savant, encore étudiant à l'université de Cambridge, en 1666, en se livrant à différentes expériences avec un prisme de verre, il décompose la lumière blanche du soleil en rayons colorés, et ce faisant, il découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre, qui est resté jusqu'à aujourd'hui chez les scientifiques l'ordre de base pour classer les couleurs. C'est tout à fait nouveau, ça va à l'encontre du classement précédent qui était celui attribué à Aristote, et donc dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc. Ils sont exclus du classement des couleurs. Alors il s'agit au départ de physique, et uniquement de physique. Newton est un physicien. Mais d'autres sciences au XVIIIe siècle vont lui emboîter le pas, notamment la chimie, et hésiter à considérer le noir et le blanc comme des couleurs à part entière. Et puis, quelques peintres vont faire pareil au XIXe siècle. Certains impressionnistes, par exemple, chassent le noir de leur palette, arguant que ce n'est pas une couleur. Bon, mais ce sont des domaines assez spécialisés dans la vie quotidienne, dans les pratiques socio-culturelles de la couleur. Le noir et le blanc restent des couleurs. Quand on regarde des catalogues de vente, par exemple, au XVIIIe siècle, de vêtements, d'étoffes, on lit des phrases du genre « cet article se fait en rouge, en vert, en blanc, en noir, en jaune, en bleu », donc il n'y a pas de statut particulier pour le noir ni pour le blanc. Donc il faut bien distinguer les théories scientifiques et puis les pratiques de la société qui n'ont jamais exclu ni le noir ni le blanc de l'ordre des couleurs. L'historien ne peut que s'en réjouir. Mais alors, comment est-ce qu'on définit une couleur si en fonction de la spécialité à laquelle on se rattache, on a une définition différente du concept de couleur ? Définir ce qu'est la couleur est un exercice absolument impossible. N'importe qui peut en faire l'expérience en ouvrant un dictionnaire. On verra que au mot couleur, les auteurs du dictionnaire ont un mal fou à dire de quoi il s'agit. Soit il y a une définition très longue, on essaye de dire tout ce que peut être une couleur, ou la couleur, à la fois une lumière, une fraction de la lumière, une matière, une sensation, une perception, un concept, un ensemble de mots, etc. Donc, ça n'est plus une définition. Quand la notice fait 3 ou 4 pages, on est très loin d'une définition. Ou bien les auteurs du dictionnaire ne retiennent qu'une seule de ces significations, en général celle qui associe la couleur et la lumière, donc une définition de physicien pour physicien. Mais ça ne va pas très loin. Et quand on cherche à définir chacune des grandes couleurs, les mêmes difficultés se posent. Si j'ouvre un dictionnaire au mot jaune, par exemple, on va trouver jaune, adjectif, qui est de la couleur de l'or, du safran, du citron. C'est pas faux, mais ça n'est pas une définition. Et en dessous, il va y avoir écrit jaune substantif, couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ça n'est pas faux non plus, mais c'est ici encore une définition de physicien pour physicien. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une définition pareille ? Couleur qui se situe entre telle et telle longueur d'onde. Les sciences humaines, les sciences sociales ne peuvent absolument rien faire de définition pareille. Donc il y a un divorce complet entre les sciences dures et les sciences sociales et une certaine impuissance à dire exactement ce qu'est la couleur. Vous dites que, dans votre livre, que parler de la couleur, c'est d'abord parler de l'histoire des mots et des faits, de la langue, des pigments, des colorants, des techniques de teinture et de peinture. En fait, l'enjeu n'est pas que pictural. Non, bien sûr, et trop souvent d'ailleurs, quand on écrit sur la couleur ou quand on en parle, ça se réduit à l'histoire de l'art et même plus précisément à l'histoire de la peinture, alors que ça n'est qu'un petit aspect des choses. L'histoire des couleurs, c'est bien plus large que l'histoire de la peinture. Il y a des domaines étudiables par l'historien et d'autres qui le sont moins quand il s'attaque aux couleurs. Tout ce qui concerne les rapports entre couleurs et société
peut s'étudier. Il y a des documents, il y a du concret, il y a des pistes qui s'ouvrent. Du côté des faits de langue, c'est par là qu'il faut commencer, le lexique, les sens dérivés, les expressions, les proverbes, ça nous dit beaucoup de choses. Il y a la fabrication des couleurs, les pigments, les colorants, les teintures, il y a l'histoire du vêtement, c'est le gros morceau parce que le vêtement c'est le grand système coloré de la vie en société. Et puis il y a les théories des hommes de science, les théories des hommes de l'art, les morales des hommes d'église. Donc tout ça, ça peut s'étudier. En revanche, dès qu'on passe à des problèmes plus affectifs, les couleurs aimées ou pas aimées, à des problèmes esthétiques, qu'est-ce qu'une belle couleur, à des problèmes poétiques ou oniriques, à quoi me fait penser telle ou telle couleur, là, évidemment, la couleur se fait rebelle à l'analyse et les réponses sont en général individuelles. L'historien a du mal à travailler sur ces questions. Est-ce qu'on peut penser le blanc sans penser le noir, de la même manière que lorsqu'on parle de la lumière, on parle des ténèbres, et lorsqu'on parle du jour, on parle de la nuit? Oui et non, parce que historiquement, le blanc a eu deux contraires, en tout cas en Occident. Le rouge d'un côté et le noir de l'autre. Et pendant assez longtemps, peut-être jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le couple blanc-rouge est un couple de contraires plus fort et plus souvent mis en scène que le couple blanc-noir. Pour nous, évidemment, le contraire du blanc, c'est le noir. Mais pour nos ancêtres grecs, romains, médiévaux, c'était plutôt le rouge. En fait, c'est l'imprimerie et la gravure, à partir de la fin du XVe siècle, qui impose le couple blanc-noir comme le couple de base, le couple d'opposition de base, et qui, au fond, ouvre un monde en noir et blanc qui s'impose avec le livre imprimé, avec la gravure imprimée à l'encre noire sur du papier blanc, puis plus tard avec la photographie, avec le cinéma à ses débuts, et pendant plusieurs siècles, noir et blanc, c'est vraiment un couple de contraires extrêmement fort. Ça le reste aujourd'hui, même si ça s'atténue un petit peu. Mais donc, depuis la fin du XVe siècle, on vit là-dessus. Alors que si on prend les choses dans la Rome antique, on s'aperçoit que blanc-rouge, c'est souvent plus fort que blanc-noir. Et puis on s'en rend compte parce que dans votre livre, je tiens à le préciser, votre livre blanc, il y a de nombreuses illustrations qui mettent en fait en avant cette dualité qu'on n'a peut-être pas l'habitude de remarquer dans les œuvres d'art, mais en fait c'est très évident que le blanc est souvent accompagné du rouge. Oui, ça ne nous choque pas beaucoup de dire que rouge et blanc sont des contraires. Il y a encore des pratiques sociales et emblématiques où on oppose le blanc et le rouge. On le fait plus entre le blanc et le noir, mais on le fait encore un peu entre le blanc et le rouge, dans des jeux de société, sur les terrains de sport, dans des codes ici ou là, notamment le code de la route, le monde des drapeaux et des emblèmes, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui vient de très très loin et qui ne peut pas s'évacuer comme cela. Blanc-rouge, ça reste plus fort que blanc-vert ou blanc-jaune comme couple de contraires, bien sûr. Mais blanc-noir a pris la supériorité sur tous les autres couples de contraires. On connaît surtout nos premiers ancêtres par leur peinture. Vous les évoquez, bien entendu, dans votre livre. Quelles sont les couleurs qui dominent dans ces premières peintures ? Alors, l'homme a peint bien avant de teindre. On a des traces de peinture sur des roches, sur les murs des cavernes, sur des objets mobiliers dès le Paléolithique, vers 35 000 ans avant le temps présent. On a déjà la grotte Chauvet, on a des murs peints et avec des pratiques de peinture déjà très avancées et de dessin aussi. Il est probable que plus anciennement, avant de peindre sur des pierres ou sur des murs, l'homme a peint sur son propre corps. Je crois que les premières peintures étaient des peintures corporelles et que le blanc devait être la vedette des couleurs appliquées sur le corps, mais évidemment, nous n'en avons pas trace. Nous pouvons simplement faire des comparaisons avec telle ou telle population qui, ici ou là, à l'époque moderne ou contemporaine,
est connu pour ses peintures corporelles, celles du Paléolithique, non, évidemment, nous sont inconnues, elles ne sont que supposées. Mais donc, l'homme a de bonne heure eu des matériaux faciles d'accès et d'utilisation pour peindre en blanc. Des produits à base de calcaire, de craie tout simplement, plus ou moins dilués et additionnés de ceci ou de cela, ou bien des argiles blanches comme le kaolin. Tout ça se trouve assez facilement dans la nature et s'emploie également assez facilement. Dans d'autres gammes de couleurs, c'est beaucoup plus compliqué et demande des techniques plus élaborées. Ou bien il faut attendre des époques plus récentes pour voir, par exemple, les hommes de la préhistoire peindre en bleu ou en vert. Il faut même attendre le néolithique. On n'a pas de traces préhistoriques de ces deux couleurs. Du côté de la teinture, en revanche, l'homme atteint très tardivement. Il faut attendre les époques proprement historiques, quelque part vers le 5e ou 6e millénaire avant notre ère. Il y a un de vos chapitres qui a un très joli nom dans votre livre et qui s'appelle « La lune et le sacré ». De quoi traite-t-il ? Ce chapitre traite des premières divinités, des premières traces de culte rendues aux astres. L'astre blanc par excellence, c'est la lune, et je crois que la première divinité honorée en Europe, cela a été la lune, des cultes lunaires attestés ici ou là. On observe la lune, on admire ses cycles, on construit des calendriers autour, on s'étonne qu'elle change de forme et de surface. Bref, ça semble un être vivant. On lui rend culte, et donc on associe les cultes à la couleur blanche, et puis après cela s'étend à d'autres cultes que le culte lunaire, et le blanc va rester pour très 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 longtemps la couleur par essence du sacré et des pratiques liées au sacré. Prêtres et des servants de toutes sortes, hommes ou femmes, sont très souvent dans les religions anciennes et modernes vêtus de blanc. Lorsqu'on contemple les statues grecques et même les qui représentent des dieux, qu'on aille au Louvre ou même si on visite Athènes, en effet, tous les vestiges, toutes les ruines semblent immaculée. On a l'impression que la Grèce était vraiment toute blanche. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que la Grèce était blanche ? Non, c'est une image totalement fausse, mais qui vient de loin. Elle est présente déjà à l'époque de la Renaissance, quand on écrit à partir des premières fouilles et découvertes. Elle s'intensifie au XVIIIe siècle avec ce qu'on appellerait l'art et le goût néoclassique. Et avant qu'on admette que la Grèce et la Rome aussi n'étaient pas entièrement blanches, ni pour l'architecture, ni pour la sculpture, ni pour la vie quotidienne, il va falloir du temps, beaucoup de temps. La Grèce antique était polychrome, on aimait les couleurs, et spécialement les couleurs vives. Tous les temples étaient peints, à l'intérieur comme à l'extérieur, la statuaire était peinte, et dans la vie quotidienne, il y avait des étoffes, des vêtements de couleur, des objets de couleur, etc., etc. Pareil chez les Romains, mais sur les murs, sur la pierre, pour l'architecture et la sculpture, la polychromie a disparu, donc on a retrouvé la pierre à nu, le marbre à nu. On a cru que cela avait toujours été comme ça. On a découvert aussi beaucoup de copies romaines de statues grecques. On admirait énormément chez les Romains la sculpture grecque antique. On copiait tout, mais pas la polychromie. On laissait la pierre à nu. Or, comme nous avons perdu tous les originaux grecs, on ne connaît que les copies romaines qui sont sans polychromie. D'où l'idée que la statuaire grecque était blanche ou achrome. Cette idée est née très tôt, elle s'impose à la Renaissance, elle se développe au XVIIIe siècle. Et quand de jeunes architectes ou jeunes archéologues font vers 1800 le voyage jusqu'en Grèce sur le terrain, ils constatent que dans les ruines, il
il y a quand même des traces de polychromie qui sont apparentes. Alors ils envoient de grands rapports aux savants qui sont restés à Berlin, à Londres, à Paris. Ils disent mais tout était peint dans ces temples et on ne les croit pas. C'est pas possible, ça ne correspond pas à l'image que l'on a alors de la Grèce antique. Et il va falloir 3, 4, 5 générations avant qu'on admette qu'en effet il y avait de la polychromie sur les temples, sur les statues. Mais encore aujourd'hui, il y a certains de mes collègues antiquisants qui sont gênés par cette polychromie. Et les vêtements aussi des Grecs et des Romains étaient colorés ? Les vêtements aussi étaient colorés, même si les Grecs et les Romains sont moins habiles en matière de teinture que les peuples qu'ils considèrent comme barbares, notamment les Celtes et les Germains, qui, à partir de teintures végétales, font des choses plus diversifiées que les Grecs et les Romains. D'où, pour l'œil romain, par exemple, ce goût de la polychromie vestimentaire qui leur semble barbare. Mais ça séduit quand même à différents moments, notamment les dames, les femmes romaines, au 1er siècle de notre ère, s'habillent à la germanique en quelque sorte, avec du bleu et du jaune, ce qui s'était jamais vu à l'époque républicaine à Rome. Et puis au 3e siècle de notre ère, ce sont les modes orientales qui envahissent tout, là encore, de la polychromie partout. Donc vestimentairement, il y a aussi beaucoup de couleurs, et plus on avance dans le temps, plus il y en a. Vous citez Platon dans votre livre qui, lui, se montre l'ennemi des artifices colorés, je vous cite. En fait, la position de Platon, elle traduit pas vraiment l'opinion générale. Platon est un moraliste, un grand moraliste même, et on peut induire pas mal de choses de son discours. Il est ennemi des couleurs, c'est donc que les couleurs occupent une grande place dans la vie quotidienne de son temps. Lui, il y voit un artifice qui gêne le regard, qui trompe, qui ne permet pas de bien de voir les couleurs naturelles, en quelque sorte. Donc c'est un grand ennemi des fards, du maquillage, mais aussi de la teinture. Il est partisan des couleurs naturelles, et quand elles sont utilisées de manière artificielle, de la sobriété la plus grande. Et d'autres moralistes chez les Romains penseront comme lui. Platon est un peu un écart, en effet, sur ce plan-là, par rapport aux pratiques de son temps. Et vous parlez du début du christianisme aussi par rapport au lien entre la couleur et la moralité, et le blanc et la pureté. Vous dites qu'au début, lorsque le célébrant donc célèbre la messe dans la religion chrétienne, au début, il a des étoffes et vêtements qui ne sont pas teints, la couleur passant pour impure. Est-ce que ça veut dire quand même que on associe le blanc à la pureté et la couleur à l'impureté, même assez tard en fait, même au début de la religion chrétienne? Oui et non. On associe le blanc à l'idée de pureté, mais plus pur encore que la peinture ou la teinture en blanc, c'est le non-teint ou le non-peint, si je puis dire. Ça, c'est vraiment la virginité absolue. Le blanc, c'est déjà de la matière, et donc c'est plutôt l'aspect cultuel ici qui est mise en scène, et qu'on a déjà évoqué à propos de la Lune. Les cultes accordent une place assez grande au blanc, mais ça n'est pas un blanc pensé comme incolore. Pour qu'il y ait synonymie entre blanc et incolore, il va falloir attendre des dates très très récentes. Jamais les sociétés anciennes n'établissent une telle synonymie. Vous nous avez montré à quel point on avait une idée fausse de la Grèce et de la Rome antique en l'imaginant toute blanche, et durant toute votre carrière, vous avez montré, vous avez prouvé que le Moyen-Âge, qu'on a tendance à imaginer pour le coup plutôt sombre et terne, était également très coloré. Oui, le Moyen-Âge est très coloré. Il faut quand même périodiser. On peut distinguer en gros 3 Moyen-Âges. Un Moyen-Âge haut, qui irait de la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1000, en gros, qui est très coloré. Un Moyen-Âge central, 11e, 13e siècle, qui le serait un petit peu moins. Et puis un Moyen-Âge tardif, 14e, 15e siècle, qui le serait de nouveau beaucoup. Mais naturellement, il faut nuancer du point de vue géographique, du point de vue chronologique,
du point de vue social et artistique, ce sont des vues un peu générales. Mais d'une façon large, le Moyen-Âge aime les couleurs, pratique beaucoup les couleurs, et spécialement les couleurs vives. Il n'aime pas trop les demi-teintes. On ne voit pas dans les documents du Moyen-Âge des tons neutres, des tons beiges, des blancs écrus, des demi-teintes. Non, ça c'est plutôt l'époque moderne. Et c'est très à la mode aujourd'hui, mais absolument pas au Moyen-Âge, en fait. Toutes les teintes pastel, les teintes assez douces. Oui, même on a des difficultés pour les nommer quand un notaire, par exemple, décrit dans une garde-robe une pièce de vêtement et qu'il tombe sur quelque chose qu'on appellerait beige, nous, il dit « étrange couleur », parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour qualifier cette couleur. Coloris insoliti en latin, ça revient assez souvent, et ça correspond toujours à des beiges, à des gris, à des bruns, à ces tons qu'on a tendance à appeler dans les milieux de la mode aujourd'hui naturels, qui n'ont rien de naturel bien sûr. Pour les auteurs du Moyen-Âge, vous dites la couleur blanche a 3 référents, la neige, le lait et le lys. Pourquoi ? Oui, chaque couleur a ses référents. Pour le blanc, donc le lait, la neige, le lys. On pourrait ajouter la craie, on pourrait ajouter la farine, on pourrait ajouter la colombe, on pourrait ajouter le cygne. Il y a des choses naturelles, animales, végétales, minérales, qui servent de référence pour essayer de cerner ce qu'est telle ou telle couleur. Il n'y a pas de couleur sans référence, si je puis dire. Alors, certaines prennent leur nom du côté de ces référents, par exemple le violet, l'oranger, le rose. D'autres non, ce sont en général les couleurs les plus fortes, les couleurs de base, qui ne renvoient par leur nom à rien. Blanc, c'est un mot qui en français vient du germanique. Dans les langues germaniques, la racine blanc évoque sans doute l'idée de brillance et de lumière, mais on peut pas aller beaucoup plus loin. En revanche, dans les systèmes de comparaison, dans la symbolique, en effet, il y a pour le blanc des référents de base. La neige et le lait sont peut-être les 2 plus souvent mis en scène. Est-ce que ça a un lien avec la symbolique du blanc dans la Bible ? Oui, la Bible est un texte qui est peu coloré, quelles que soient ses versions, parce que la Bible c'est un texte mouvant, hein. Au fil des versions et des traductions, le lexique change pas mal, notamment le lexique des couleurs et celui des animaux. On a l'impression que plus on avance vers les langues modernes, plus la Bible se colore, mais c'est une idée un peu fausse, parce que si on fait des statistiques, les termes de couleurs sont rares. Les moins rares sont le blanc, c'est la couleur la plus souvent nommée dans la Bible. Ensuite, c'est le rouge, puis le noir. Le vert et le jaune sont très très peu nommés et le bleu est complètement absent du texte biblique. Et alors, blanc, rouge, noir, couleurs dominantes, peuvent être prises chacune en bonne ou en mauvaise part. Le blanc est souvent pris en bonne part, pureté, innocence, virginité, paix, gloire, mais il peut être aussi pris en mauvaise part, et c'est souvent la couleur de la maladie, parfois même de la souillure, ce qui est assez étonnant. Oui, c'est assez surprenant. C'est la souillure corporelle, c'est probablement lié aux maladies de peau et à tout ce que nous appelons lèpre, mais qui recouvre des réalités très très diverses. Les peuples anciens ont une peur considérable des maladies de peau, lèpre, peste, tout ce qui est bubon, pustule, etc. Ça fait très très peur, et les peaux trop blanches font peur également. Vous êtes un grand spécialiste, un grand connaisseur du bestiaire médiéval. Parmi ce bestiaire médiéval, qui sont les animaux blancs les plus connus et qui sont quasiment systématiquement représentés en blanc ? Il y a des animaux à signification christologique,
comme l'agneau, par exemple, animal de sacrifice, attribut du Christ lui-même qui s'est sacrifié sur la croix. Donc c'est un agneau blanc, bien sûr. Il y a la colombe, dont parle la Genèse. C'est le 3e animal nommé par la Bible, après le serpent et le corbeau, qui sont 2 êtres négatifs. La colombe, elle est prise en bonne part. C'est celle que Noé a lâchée et qui revient rapporter la bonne nouvelle. Les eaux du déluge se sont retirées. Il y a également, ça n'est pas biblique, c'est plutôt un emprunt fait au bestiaire, la licorne, qui est un animal très pur, puisque elle veut rester vierge, cette licorne, et elle a un pelage entièrement blanc. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un principe féminin, mais c'est un principe masculin, la licorne. Elle est parfois assimilée au Christ. Donc voilà 3 animaux blancs. Il y en a un 4e, le cygne, dont le plumage est entièrement blanc. Les théologiens du Moyen-Âge sont un peu gênés parce que la Bible ne parle pas du cygne. Donc, que faire d'un oiseau dont la Bible ne parle pas? C'est un oiseau du Nord. En outre, on a observé qu'il a certes un magnifique plumage blanc, mais dessous une chair noire. Donc quelques auteurs en font un attribut de l'hypocrisie. Il cache sa noirceur sous une blancheur factice. C'est en tout cas un oiseau très très mystérieux que le cygne. Il y a beaucoup de légendes venues du Nord en général, avec des histoires de métamorphose, de princes ou princesses changés en cygne. La fameuse légende du chevalier au cygne, par exemple. C'est aussi un oiseau qui a un statut social tout à fait étrange. Posséder un cygne ou des cygnes, c'est un privilège de l'aristocratie, parfois de la monarchie. Aujourd'hui encore, par exemple, il faut le dire, dans le Royaume-Uni, tous les cygnes appartiennent au roi Charles III aussi, aujourd'hui, à la reine Élisabeth, sa mère, il y a quelque temps. Il est interdit de posséder des cygnes quand on est un simple particulier. Vous dites que la licorne est un principe masculin, mais un de vos chapitres s'intitule « Une couleur féminine ». Est-ce que les couleurs en général ont un genre et est-ce que le blanc est féminin ? Les couleurs appartiennent aux 2 genres, bien sûr, mais il peut y avoir un genre dominant. Et pour le blanc, c'est un genre dominant du côté des femmes à partir de la fin du Moyen-Âge, et ça s'accentue à l'époque moderne. Et ça nous choque pas de dire aujourd'hui que le blanc est plutôt féminin et que, je ne sais pas, le bleu ou le noir sont plutôt masculins. Ça ne va pas très loin, mais ce sont des clichés qui ne nous choquent pas. Et ça tient aux pratiques vestimentaires, mais aussi à la symbolique de la couleur. Si le blanc est symbole de pureté, de virginité, de douceur, évidemment, on se tourne plutôt du côté des femmes que du côté des hommes. Et vestimentairement, les reines donnent l'exemple. Dès le XIVe siècle, elles s'habillent plus souvent que les hommes en blanc, elles portent le deuil en blanc, puis des reines on passe aux princesses, puis aux grandes dames de la société. Ça s'intensifie à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, mais surtout de la fin du XVIIIe siècle, où une certaine mode dite à l'antique, qui repose naturellement sur une erreur, la graisse blanche, la robe blanche, fait que les dames sous le directoire, le consulat, l'empire portent très souvent des robes blanches. La star de cette époque, c'est Madame Récamier, qu'on a souvent présentée comme la plus belle femme de son temps et peut-être de tous les temps, qui reste fidèle à la robe tunique blanche toute sa vie, et sa vie a été longue. Elle meurt en 1848, donc elle lance la mode dans toute l'Europe de cette blancheur vestimentaire féminine. Et là, si on revient au Moyen-Âge, la femme par excellence au Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie. Est-ce que le blanc, c'est la couleur de la Vierge Marie depuis ses premières représentations, ou est-ce que ça arrive assez tardivement ? Pour la Vierge, il faut distinguer la couleur iconographique et la couleur liturgique. Dans le système des couleurs liturgiques, c'est-à-dire des couleurs adoptées pour telle ou telle fête de l'Église et portées par le desservant, par le prêtre, et
placés sur les murs de l'église. Ce système s'impose lentement avec des variantes selon les diocèses, mais le système définitif est déjà bien en place au XIIIe siècle et il veut que les fêtes de la Vierge soient associées à la couleur blanche, comme celle du Christ d'ailleurs. Donc c'est la couleur liturgique de la Vierge. Dans les images, en revanche, il en va autrement. Pendant longtemps, la Vierge est habillée de sombre, parce qu'elle porte le deuil de son fils, mort sur la croix. Puis cela s'éclaircit à partir du XIIe siècle, et le bleu finit par éliminer toutes les autres couleurs. Donc le bleu devient, à partir du XIIe siècle, la couleur iconographique de la Vierge, et va le rester assez longtemps, même si ici ou là on peut trouver bien sûr des vierges qui portent robe ou manteau d'une autre couleur, mais le bleu est sa couleur dominante dans les images et dans l'art, jusqu'à l'époque baroque. Et puis là on voit apparaître des vierges dorées assez abondamment. Et puis à partir du milieu du XIXe siècle, quand est adopté le dogme de l'Immaculée Conception, je crois que c'est 1854, on voit apparaître des vierges blanches dans les images. Donc, pour la première fois, la couleur iconographique et la couleur liturgique est la même. La Vierge en blanc, ou en blanc et bleu, comme dans les cultes populaires et les petites statuettes de la Vierge que l'on trouve au XXe siècle. Oui, c'est important de souligner en effet que la couleur envoie un symbole qui peut être différent si on est dans le domaine de la liturgie, si on est dans le domaine de la peinture, et que ça évolue au fil du temps, même au sein de la même religion. Voilà. Quand la Vierge est en blanc, c'est pour évoquer l'idée de sa pureté, de sa virginité, le fait qu'elle est née hors du péché originel. Quand elle est en bleu, c'est la reine du ciel que l'on montre. Le ciel est en bleu, les personnes divines sont souvent associées au bleu, et même si la Vierge n'est pas théologiquement une personne divine, elle est quand même la reine des cieux, donc elle est vêtue de bleu. Vous dites qu'avec la réforme, donc la réforme protestante, il y a une moralisation des couleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Cette moralisation des couleurs existe déjà, on l'a vu à propos de Platon, elle traverse tout le Moyen-Âge, mais ça s'intensifie avec la réforme protestante. Les grands réformateurs, luthériens et calvinistes, moralisent beaucoup les couleurs. Ils en parlent dans leurs prêches, ils en parlent dans leurs écrits, et ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour un bon chrétien. Il y a des couleurs que le bon chrétien doit rechercher, parce qu'elles sont dignes, honnêtes, le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu. Et puis il y a des couleurs déshonnêtes qu'un bon chrétien doit fuir, notamment pour son vêtement et sa vie quotidienne. Ce sont des couleurs trop voyantes, trop vives, le vert, le jaune et surtout le rouge, couleur papiste. À Genève, par exemple, sous Calvin, être pris en habit rouge conduit tout droit au bûcher. Ça n'est pas gratuit, ce genre d'ostracisme envers des couleurs trop vives. Et ça laisse des traces dans nos pratiques vestimentaires parce que la contre-réforme catholique a tendance sur ce point-là, au XVIIe siècle, à reprendre une partie des valeurs protestantes et apparaît progressivement ce qu'on pourrait appeler à l'époque contemporaine les valeurs bourgeoises. Et ça explique pourquoi, dans nos sociétés modernes, on s'habille rarement tout de jaune, tout de rouge ou tout de vert, surtout si on est un homme. Suffit de prendre le métro pour se rendre compte que dans nos sociétés, en 2022, le blanc, le noir, le gris, le bleu marine sont les couleurs dominantes. Si on reprend l'histoire de la peinture pour parler vraiment de la couleur sous cet aspect-là, quels sont les principaux matériaux qui permettent de fabriquer cette couleur blanche ? Il y en a plusieurs. Le blanc est du reste la couleur la plus employée dans la peinture occidentale, statistiquement, parce qu'elle sert souvent de sous-couche à l'œuvre d'art. Donc on a des matériaux du type craie, plâtre, gypse pour fabriquer ces sous-couches.
On a des produits variés à base de craie ou de calcaire, mais surtout, à partir de l'époque romaine, un produit à base de plomb, de blanc de plomb, la céruse, qui présente la particularité de se trouver facilement, c'est un minéral, de ne pas coûter cher, d'être aisé à employer. En revanche, il est extrêmement toxique, on le sait, et pourtant on l'emploie quand même, non seulement en peinture, mais dans les fards et les cosmétiques. Les matrones romaines s'en tartinent le visage, et les femmes, et même les hommes au XVIIIe siècle le font encore. On sait très bien que c'est un poison mortel, mais le désir de paraître est plus fort que la peur de la mort, en quelque sorte. Alors les peintres se servent énormément de ce blanc de plomb pour toutes les pratiques du blanc en peinture, et vont le faire jusqu'au XIXe siècle, où sagement, on va peu à peu remplacer le blanc de plomb par un blanc de zinc, puis par un blanc de titane qui coûte un peu plus cher, et c'est encore ce que l'on fait aujourd'hui. Au 19e, on peut dire que, notamment dans les vêtements, le blanc est à la mode. Vous citez Goethe qui écrit en 1810, puis ça rejoint ce que vous disiez sur la moralité des couleurs. Goethe dit la chose suivante: de nos jours, les femmes sont presque uniquement vêtues de blanc et les hommes de noir. Au contraire, les peuples non civilisés, ceux qui vivent dans la nature, sont attirés par les couleurs violentes et bigarrées. Oui, on est là encore dans ces soubresauts des morales de la couleur, la polychromie, les couleurs bariolées, c'est barbare, ça n'est pas civilisé. Goethe, qui est parfois moraliste, semble emboîter le pas. Est-ce que dans ce passage, il décrit ce qu'il voit autour de lui, ou est-ce qu'il conseille un peu des deux, sans doute? Et des contraintes matérielles vont expliquer aussi que les hommes surtout s'habilleront en noir dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est la révolution industrielle. Dans les villes, la fumée et la suie sont omniprésentes, tombent sur les vêtements, et ça se voit moins sur le noir. Donc ça explique aussi, de manière un peu positiviste, cette vogue des tons noirs dans le costume masculin jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et pour les femmes, évidemment, ce blanc dont parle Goethe concerne les femmes de la société favorisée, élégante. Évidemment, les paysannes ne s'habillent pas en blanc. Donc il faut aussi faire des distinctions sociales. Oui, vous dites que le blanc, c'est la couleur de la noblesse, puis de la monarchie. Pour Goethe, c'est plus généralement la couleur de la civilisation. C'est un marqueur, en fait, de classe sociale. Oui, ça l'a toujours été, ça l'est encore de nos jours. La couleur est un marqueur social. Mais même ceux qui parmi nous aujourd'hui font exprès de ne pas porter les couleurs les plus fréquentes dans leur classe sociale montrent qu'ils sont encore plus influencés que les autres par ces pratiques, puisqu'ils cherchent à les fuir. C'est donc qu'ils sont très influencés. Le blanc aujourd'hui, il est à la mode, Michel Pastoureau? Le blanc est à la mode de nos jours dans de nombreux domaines, notamment tout ce qui relève d'une part du design, de la modernité, les objets du quotidien, l'idée de pureté, de sobriété, la vogue écologique en rajoute une couche. Évidemment, le vert est plus souvent sollicité dans cet emploi, mais le blanc peut l'être beaucoup. Et puis il y a dans le blanc une certaine idée de sérieux, comme dans le noir et comme dans le gris. Là, il s'opposerait aux couleurs vives. Nous vivons, et ça a l'air absurde de le dire, mais quand on gratte un peu les choses, qu'on est sociologue, on s'aperçoit que les valeurs protestantes, nées au XVIe siècle, pèsent d'un poids considérable sur nos sociétés modernes. Jusqu'à nos manières de nous habiller et de repeindre les salles de nos maisons et nos lieux de travail. Oui, il y a cette idée que les couleurs vives
ce sont des choses à manier avec précaution et à employer en petite surface, pas en grande surface. On le voit par exemple en ville, quand des urbanistes ou des architectes cherchent à redonner un peu de vie et de gaieté à un quartier très défavorisé. Ils ont parfois l'idée de recouvrir les murs de grands aplats de couleurs vives, pensant que ça va égayer la vie. Absurdité totale, parce qu'au bout de 3 semaines, tous les habitants font des pétitions pour qu'on leur remette des murs gris ou des murs blancs, ces murs orangés, ces murs violets, ces murs de couleurs trop vives, c'est insupportable. Donc, même si les créateurs, stylistes, couturiers, architectes, parfois sont urbanistes, regrettent, c'est comme ça. Aujourd'hui, les morales de la couleur font que quand même, noir, gris, blanc, c'est mieux que polychrome. Mais heureusement, on a votre livre dans lequel il y a beaucoup de très belles illustrations où le blanc côtoie des couleurs très chatoyantes, notamment concernant le Moyen-Âge. Merci Michel Pastoureau d'avoir répondu à nos questions. Votre livre vient de paraître donc aux éditions du Seuil. Il s'appelle très sobrement Blanc. Merci à vous, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.